Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, pour en finir avec les mythes sur leur cerveau. Dans la série Pour en finir avec, je vous rappelle que dans l'épisode 70, nous avions corrigé le mythe qui disait que la communication est à 93% non-verbale. C'est évidemment faux. L'épisode 72, je m'étais attaqué à la PNL, pseudoscience. L'épisode 89, le style de personnalité MBTI, comme étant aussi une relativement belle charlatanerie. Et enfin, l'épisode 130 sur les styles d'apprentissage, qui n'existent pas. Alors aujourd'hui, on s'attaque au fonctionnement du cerveau, puisque dans la formation, dans le coaching, voire même dans les livres qu'on peut lire, dans le cinéma aussi, il y a toute une série de mythes qui datent en fait d'une époque où finalement on connaissait pas très bien le cerveau, et donc ces mythes continuent à nous polluer l'esprit, et donc la vie aussi, et aussi en entreprise, et aussi dans le coaching et la formation, donc c'est pour ça qu'on traite ce sujet dans notre podcast. Alors, j'en ai un certain nombre devant moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'en ai 7, 8. Alors, certains sont plus développés que d'autres, mais j'ai essayé de vous faire un petit florilège. Le premier, c'est très très connu, d'ailleurs vous serez peut-être étonné d'apprendre que c'est un mythe, cerveau gauche, cerveau droit. Le cerveau, alors je sais plus d'ailleurs lequel est lequel, mais une partie qui est plutôt tout ce qui est créativité, l'autre qui est plutôt tout ce qui est analyse, ou alors une partie qui est plutôt cognitive et l'autre qui est plutôt émotionnelle, en fonction, puisque le cerveau est latéralisé, effectivement, il y a deux parties avec une connexion au milieu, et ça paraît logique de dire il y a des choses qui sont à gauche, des choses qui sont à droite, et voilà, et c'est plus simple si le cerveau fonctionnait comme ça. Malheureusement, il n'y a aucun soutien scientifique pour cette théorie. Les deux hémisphères cérébraux, en fait, ne fonctionnent pas du tout isolément, mais de concert. Et ils sont capables, d'ailleurs, de prendre l'un certaines fonctions de l'autre en cas de dommages physiques créés au cerveau. Donc, il n'y a ni cerveau gauche ni cerveau droit. Donc, quand quelqu'un vous dit ce candidat est trop cerveau gauche ou trop cerveau droit, ou il faut qu'il développe son cerveau gauche, voilà, dites plutôt à la personne, ce que tu veux dire, c'est qu'il faut qu'il développe sa créativité. Puis la personne dira oui, c'est ça. Et tout le monde est d'accord. Donc, pas de cerveau de gauche, pas de cerveau droit, fonctionnellement parlant, mais bien un cerveau qui fonctionne de manière cohérente, avec toute une série de connexions entre les deux hémisphères. Deuxième neuromythe, mythe sur le cerveau, le cerveau est un muscle, il faut donc l'entraîner comme un muscle, donc tous les programmes de style Brain Gym, alors il y a même un programme Brain Gym qui s'appelle comme ça, qui est né dans les années 70, il y a aussi des jeux sur Nintendo DS, par le docteur Kawashima, avec une magnifique publicité de Nicole Kidman. Voilà, tous ces programmes sont des scams. Alors, ils sont fun, honnêtement, moi, pour les avoir utilisés moi-même, certaines de ces applications pour Android, par exemple, ou pour iOS, et c'est fun, c'est rigolo, il y a de la mémoire, il y a de la reconnaissance, mais il n'y a pas de développement des capacités cognitives ou du cerveau avec ce genre d'application ou de programme. Brain Gym, dans parenthèse, c'est même encore plus ancien que ça, c'est que là, il fallait faire certains mouvements spécifiques avec le corps pour développer le cerveau. Donc ça, c'est vraiment un mythe. En revanche, pour les seniors, on peut ralentir la diminution des capacités cognitives avec ce genre de jeu. Pas la gymnastique, avec des jeux de mémoire, le memory, ou des mots croisés, des sudoku, etc. Ça, c'était le deuxième neuromythe. Le troisième, qui est très très connu aussi, nous n'utilisons que 10% de notre cerveau. C'est évidemment faux, nous utilisons 100% de notre cerveau. Alors on ne sait pas trop bien d'où vient le mythe. À l'origine, il y a peut-être William James, un des pères fondateurs de la psychologie américaine, puisqu'on retrouve dans un livre de Dale Carnegie, qui est connu pour ses livres sur le leadership, une préface écrite par un auteur qui dit « Le professeur William James de Harvard »,
en parenthèse, s'il avait écrit le professeur William James de Corgémont, je suis pas sûr qu'on en parle encore, mais comme c'est Harvard, alors c'est que ça doit être vrai. Le professeur William James de Harvard disait toujours, alors qu'en fait on trouve pas de traces, que l'homme moyen ne développe que 10% de ses capacités mentales latentes. Bon, c'est faux. On utilise 100% de notre cerveau. Vous voyez que du point de vue de l'évolution, ça ferait aucun sens d'avoir un cerveau en fait qui n'utiliserait qu'une toute petite partie. Le reste aurait été développé pour faire quoi? Donc, on utilise 100% de notre cerveau. Entre parenthèses, cette théorie reprise par les scientologues pour recruter les gens dans leur secte, puisque une des promesses qu'on vous fait, c'est grâce à la scientologie, vous allez utiliser plus que 10% de votre cerveau. Mythe suivant, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'effet Mozart. En 1993, une étude réalisée par un psychologue de l'université de Washoe et Gordon Shaw, qui est un physicien, expose que écouter Mozart, pas n'importe quel Mozart, la sonate pour 2 pianos en ré majeur, excusez-moi, il n'y a que celle-là, et ben si vous écoutez ça, ça améliorerait les capacités à résoudre des tâches d'intelligence spatiale. Enfin, vous voyez, quand vous lisez ça dans un magazine, moi je me dis, mais attendez, vraiment? Juste ce morceau-là, c'est quand même bizarre. Et effectivement, en 2010, une équipe de recherche de l'Institut de recherche fondamentale en psychologie de l'Université de Vienne, qui a mené une méta-analyse, souvenez-vous, les méta-analyses, c'est des analyses d'analyse, donc qui prennent en compte les résultats de plusieurs analyses pour voir est-ce qu'il y a des vérités ou au contraire, de 39 études et plus de 3000 tests d'individus autour de l'effet Mozart, et évidemment, aucun lien précis n'existe entre l'écoute de musique classique et l'amélioration de la représentation spatiale. Vous voyez que je prends un gros, un petit, un gros, un petit. Alors maintenant, on est de nouveau dans un gros. Alors celui-là, il est très gros. Le cerveau triunique. Le cerveau, il y aurait 3 zones distinctes. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau cortical, repris en parenthèse par la PNL. 3 zones développées successivement et représentant des degrés croissants d'évolution. On dit le cerveau reptilien, qui aurait à peu près 400 millions d'années, ce serait toutes les fonctions de survie, les fonctions de fuite, de plaisir, de peur, un peu l'animal, d'où l'idée du reptile. Ensuite, le cerveau limbique, donc qui serait plus tard, qui serait seulement apparu avec les mammifères, puis qui concentrerait les fonctions de mémoire, d'émotion, d'apprentissage, d'instincts sociaux de groupe. Et puis enfin, évidemment, puisque nous on l'a, le plus évolué, le cerveau cortical, le plus jeune des cerveaux, avec à peu près 4 millions d'années, qui daterait avec l'apparition des australopithèques, et qui concernerait l'intelligence, la créativité, la solidarité. Et la solidarité comme fonction corticale, ça c'est quand même un monde, ça. Et en fait, c'est évidemment faux. Le cerveau ne s'est pas développé de cette manière-là, et les fonctions surtout ne sont pas complètement, ne sont pas du tout localisées dans ces zones-là. Un exemple, une partie du système limbique, donc qui est supposé être les mammifères, donc celui du milieu, est en fait utilisé pour amener des fonctions cognitives élaborées comme mémorisation, apprentissage, navigation spatiale. Donc voilà, vous voyez, quelque chose qui se dégage un petit peu de ces premiers mythes, c'est que on essaye, le cerveau est tellement un organe compliqué et complexe qu'on essaie de le ramener à des choses connues, à des choses que nous pensons vraies par ailleurs, et donc on applique toutes ces théories-là au cerveau, et le problème c'est que évidemment c'est faux. Le cerveau est bien plus un réseau qui fonctionne en réseau qu'une espèce de construction en Lego avec des Legos de couleur bleue d'un côté, rouge au milieu et jaune en bas. Autre mythe sur le cerveau, la période critique. Le développement du cerveau est terminé à la puberté. C'est évidemment faux, puisqu'on sait aujourd'hui qu'en particulier pour le développement des lobes préfrontaux, donc qui sont sur le devant de la tête, en haut, sont essentiels au raisonnement exécutif, à la prise de décision, ne se développent qu'à l'adolescence, et enfin, continuent à se développer jusqu'à l'adolescence, voire même l'âge adulte, donc passé 18 ans. C'est ce qui, entre parenthèses, fait que les adolescents ont des réactions émotionnelles tout à fait, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, disproportionnées. C'est parce qu'il n'y a pas encore cette prise de contrôle du raisonnement exécutif et de la prise de décision sur le reste du cerveau. Dans le même
je dirais le même ordre d'idée, le mythe selon lequel la capacité mentale est fixe à la naissance. Hein, je nais avec une capacité mentale XY. Et alors c'est évidemment faux. Alors oui, les capacités mentales ont une composante génétique, mais elles sont aussi influencées par des facteurs environnementaux, développementaux, et donc il n'y a pas de fatalité. Hein, si quelqu'un que vous connaissez est né dans une famille où le QI n'était pas très élevé, ça veut absolument pas dire, par exemple, hein, il y a d'autres choses que le QI le cerveau produit autre chose que de l'intelligence cognitive, mais même si c'était le cas, eh bien il n'y a pas de fatalité à ce que cette personne ne développe pas un QI plus élevé que celui de ses parents. Donc pas de capacité mentale fixe. Et enfin le dernier, qui est plutôt un mythe sur le fonctionnement du cerveau que sur le cerveau lui-même, mais je l'ai ajouté parce que je le trouvais vraiment intéressant, alors celui-là c'est peut-être un des plus gros, c'est le multitasking. Nous sommes capables de faire plusieurs choses en même temps. Et alors en fait c'est faux. Si les chemins neuronaux utilisés par les différentes fonctions que nous essayons de multitasker, celles-ci ne peuvent pas être simultanées. Alors oui, je peux marcher et respirer en même temps, parce que ce sont deux systèmes différents qui emploient des fonctionnalités ou des chemins neuronaux différents. Alors que par exemple, parler avec quelqu'un et ranger du courrier, papier, ou mémoriser un texte et écouter de la musique avec des paroles, c'est difficile, voire impossible. Et donc pas de multitasking. Alors j'arrête pas de répéter ça dans les cours de gestion personnelle que je donne, ou d'organisation personnelle, parce que les gens disent « Ah, moi je multitask, je fais un petit peu de ci, un petit peu de ça ». Alors, en fait, ce que vous faites, c'est que vous faites une tâche, puis ensuite vous coupez, vous faites la suivante, ensuite vous coupez, vous faites la suivante. Donc c'est du monotasking, mais très rapide, ce qui vous donne peut-être l'illusion de faire du multitasking. Donc je vous rassure, il n'y a pas de multitasking, et en parenthèse, hein, c'est pas une question d'homme ou de femme, il n'y a pas de multitasking. Donc, concentrez-vous plutôt sur une tâche, et ensuite passez à une autre. Voire même, serrer les tâches, de ce point de vue-là, est une meilleure idée. Voilà, ce sont les neuromythes sur le cerveau dont je voulais vous parler. Petit résumé, il n'y a ni cerveau gauche ni cerveau droit. La gymnastique physique pour développer son cerveau est inutile. Enfin, maintient le corps, mais est inutile que pour le cerveau. Nous utilisons pas 10%, mais bien 100% de notre cerveau. Écouter de la musique classique ne développe pas particulièrement certaines fonctionnalités du cerveau. Le cerveau n'est pas triunique, vous n'avez pas de cerveau reptilien, limbique et cortical, le cerveau est un réseau. Il n'y a pas de période critique de développement du cerveau, il n'y a pas de capacité mentale fixe du cerveau, et enfin, vous ne pouvez pas multitasker. Vous pouvez me dire, mais Vincent, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans le piège d'un mythe? Eh bien, je vous rappelle l'épisode 74, qui s'appelle d'ailleurs « Comment éviter les mythes » et qui vous propose un petit classement pour essayer de trier un petit peu les sources sur lesquelles ces mythes sont basés. C'est la fin de cet épisode. Je vous propose d'ailleurs peut-être de l'écouter sur une plateforme de podcasting plutôt que sur le site internet. Hein, vous savez que Leadershift est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, donc profitez d'écouter Leadershift avec vos autres podcasts. Si vous êtes sur cette plateforme, notez, vous avez souvent, vous pouvez mettre des étoiles ou autre chose, donc notez le podcast, ça aide à le faire connaître beaucoup, puisque l'algorithme de présentation des podcasts dépend beaucoup des notes qui y sont mises. Pour terminer cet épisode, la question du mois, dois-je intervenir dans les affaires privées de mes collaborateurs ? Dois-je intervenir dans les affaires privées de mes collaborateurs? Alors, il y a une réponse conditionnelle. La réponse est non. Parce que le verbe n'est pas le bon. Je ne dois pas intervenir dans les affaires privées de mes collaborateurs. Mais, je peux être amené à encadrer encadrer, pas non plus vraiment le bon verbe, mais disons à réfléchir avec le collaborateur ou la collaboratrice sur comment est-ce que les affaires privées impactent la performance au travail. Notre travail de manager, de leader, est de garantir la productivité et le bonheur, de favoriser la productivité et le bonheur de nos collaborateurs et de nos collaboratrices. Donc si les affaires privées de nos collaborateurs, collaboratrices influent sur cette productivité ou sur leur bonheur au travail, alors oui, je pense que nous pouvons nous en préoccuper.
nous pouvons nous en occuper dans le sens d'une discussion ouverte, mais nous n'avons pas le droit d'intervenir, nous n'avons pas le droit de poser activement des questions. Je pense que c'est une mauvaise chose. Si les collaborateurs et les collaboratrices viennent vers nous avec ce genre de problématique, alors oui, nous utilisons tous nos outils d'écoute active, d'écoute profonde, pour pouvoir les aider et les faire traverser ces périodes difficiles, mais nous n'intervenons pas dans les affaires privées de nos collaborateurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.